Bon, j'interviens à la suite de mes confrères pour vous dire déjà que je précise qu'il ne s'agit pas d'une conférence de presse organisée par les avocats chargés de la défense des intérêts de M. Mohamed Ngom Di Farba. Mais son cas ne peut pas ne pas être abordé. Parce que la situation actuelle est extrêmement difficile, voire périlleuse même, pour le compte de M. Mohamed Ngom Di Farba. En dehors de la loi sur le pôle financier, sur le blanchiment, dont les dispositions, surtout la loi sur le blanchiment, violent impunément et violent gravement les dispositions, toutes les conventions internationales signées par le Sénégal, en ce que les rapports de la CENTIF ne sont pas contradictoires, en ce que la personne mise en cause n'est pas mise dans les conditions de se défendre ou dans les conditions d'apporter des explications ou de fournir des preuves sur les faits qui lui sont éventuellement reprochés. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On s'empresse de prendre la personne, de l'inculper, de la placer sous mandat de dépôt et ensuite aller chercher des preuves. Je pense que la meilleure démarche aurait été, pour les juges d'instruction qui sont saisis par le procureur, parce que c'est vrai que la loi sur le blanchiment dispose clairement que le procureur, saisi d'un rapport de la CENTIF, saisit immédiatement un juge d'instruction. Mais le juge d'instruction n'est pas tenu de suivre le procureur dans son réquisitoire éventuel. Parce que le juge d'instruction peut, par une délégation judiciaire, demander à la police ou à la gendarmerie de mener une enquête. C'est un préalable. De mener une enquête pour éviter que la personne ne soit placée sous mandat de dépôt. C'est ça la procédure qu'il faut respecter. C'est ça le principe du contradictoire qui est absent dans la loi qui régit la CENTIF. Mais que le code de procédure pénale a prévu, puisque le juge d'instruction saisi peut, par une délégation judiciaire, demander à la police ou à la gendarmerie, en tout cas à un officier de police judiciaire, de mener une enquête par rapport à un rapport de la CENTIF reçu contre telle ou telle personne. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concernant le cas précisément de M. Farba Ngom? Vous savez, il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février. Depuis le 27 février, lui, il a été placé sous mandat de dépôt. Tahirou Sarr a été placé sous mandat de dépôt le 28 février. Donc, 24 heures de différence. À ce jour, dans ce dossier, je précise bien, dans ce dossier, ni Tahirou Sarr, ni Farba Ngom, personne n'a été entendu. Cela fait 9 mois que ces personnes gardent prison et n'ont pas été entendues. Mais le cas le plus grave et le plus inacceptable, c'est le cas de Farba Ngom. Parce que médicalement, prouvé que cette personne est malade. Voilà quelqu'un qu'on garde en prison, qui a demandé une expertise, et qui, le jour même de son inculpation, le 27 février, est venu avec un dossier médical, qu'il a exposé au juge. Le juge n'en a pas tenu compte. On a introduit une demande d'expertise médicale. Le juge a accédé à la demande, désigné le professeur Alassane Baye, qui a déposé un rapport pour dire que son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral. Le procureur de la République s'y oppose, demande une contre-expertise, et cette fois-ci, il demande la désignation de 3 experts. Et pas des moindres, parce qu'il a demandé dans un premier temps que les médecins désignés proviennent de l'hôpital principal. Parce qu'il n'a pas confiance aux médecins civils
Pour lui, certainement, les médecins civils, c'est des médecins corrompus. L'ordre des médecins lui dit, non, on n'est pas compétent pour désigner des médecins militaires parce que simplement, les militaires ne relèvent pas de l'ordre des médecins du Sénégal. Le juge reçoit cette correspondance qu'il transmet au procureur. Le procureur, dans ces conditions, sans son réquisitoire, dit au juge, bon, donc, désormais, désignez 3 médecins civils. Donc, l'ordre des médecins propose 3 médecins qui sont des professeurs. Ce n'est même pas des médecins, c'est des professeurs. Ces 3 professeurs déposent un rapport qui confirme le rapport déposé par le précédent, c'est-à-dire le professeur Alassane Mbaye. Et ils vont plus loin pour dire qu'il y a une maladie que nous avons détectée et que l'autre n'a pas vue. Et qui est extrêmement grave. Parce que M. Farba-Ngom risque une mort subite. Il peut dormir et ne plus se réveiller. Son état est incompatible avec la vie en milieu carcéral. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, la personne doit être mise en liberté. La loi est claire. C'est la main levée du mandat de dépôt. On dit non, 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 on veut un centre hospitalier. Et c'est ce qui est quand même bizarre, c'est qu'aujourd'hui, que l'on ne prenne pas le courage d'appliquer la loi. Or, la loi est claire. Lorsque l'état de santé est incompatible avec la vie en milieu carcéral, la personne, le mandat de dépôt qui est décerné contre cette personne doit être levé. On nous dit même que les médecins auraient dû dire, même dans un centre hospitalier. Mais un centre hospitalier, c'est le milieu carcéral. Parce que vous vivez les mêmes conditions. Je vous donne un exemple. Quand la personne est mise dans un hôpital, il y a toujours l'administration pénitentiaire qui veille au grain. Donc c'est le milieu carcéral. Parce que vous êtes soumis aux mêmes conditions de détention. Vous n'avez pas le droit de recevoir n'importe qui. Vous avez à la porte de votre lit d'hôpital, vous avez un garde pénitentiaire. Et aux alentours. Donc, c'est toujours le prononcement du milieu carcéral. Mais ce qu'il faut faire, c'est au simple, c'est de donner main levée du mandat. C'est-à-dire que M. Farba-Ngom sorte de prison, qu'il aille chez lui, qu'on le place sous contrôle judiciaire au besoin. Mais la loi, elle est claire. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux. Ce qui est dommage, on ferme les yeux pour interpréter de manière erronée l'alinéa 2 de l'article 140 du Code de procédure pénale. Et c'est ce qui est grave. Parce qu'on ne peut pas ne pas en faire cas. Parce que simplement, la loi sur la CENTIF, c'est une loi scélérate. C'est une loi scélérate parce que simplement, la personne n'est pas mise à même de justifier ou même de prouver son innocence. C'est-à-dire, en fait, on vous prend poings et mains liés, on vous jette en prison. Et on va chercher des preuves. Et dans ce dossier, précisément de Farba-Ngom, on nous dit que l'argent provient du trésor. Mais l'argent n'est pas tombé du ciel, donc. Ça veut dire que l'argent est sorti du trésor par une procédure, quand même. On n'est pas dans une république bananière. La procédure, elle est établie au niveau du trésor. Pourquoi on n'interroge pas le directeur du budget? Pourquoi on n'interroge pas le directeur des finances? Pourquoi on n'interroge pas les inspecteurs du trésor qui ont eu certainement, à un moment ou à un autre, à signer ou à approuver? Mais toutes ces personnes-là, rien du tout. On prend Farba-Ngom, Tahirou Sarr, on les jette en prison. Comme des malfrats. 9 mois, on ne les entend même pas au fond. Et c'est ce qui est quand même grave. Parce que voilà, 9 mois que ces personnes-là croupissent en prison, l'une est gravement malade, sa vie est en danger. Et malgré tout, tout bonnement, on les garde. Et on va chercher des preuves. Aucune preuve n'existe dans le dossier. Aucune preuve. Au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est empressé d'aller faire des saisies. On saisit les comptes, on saisit les biens mobiliers, immobiliers. Mais ce qu'on a fait dans l'affaire Madiama Diagne aussi. Dans l'affaire Madiama Diagne, ça a été le cas. C'est un rapport de la CENTIF. Où on a pris un réquisitoire de feu contre Madiama Diagne.
et les membres de sa famille. Et on fait une délégation judiciaire pour dire à la DIC, vous l'entendez sous le régime de la garde à vue. C'est-à-dire, Mania, tu mets les pieds, toi tu vas en prison. Ta femme va en prison. Tes enfants vont en prison. Et les responsables de Ellipse Project, avec lesquels il était en relation contractuelle, on n'en parle même pas. Et donc, manifestement, il y a un déséquilibre dans le traitement de certaines affaires. Et il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Le Sénégal a adhéré à beaucoup de conventions, notamment relatives aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. On doit respecter les droits de l'homme. Les droits de la défense sont sacrés, nous dit la Constitution du Sénégal. C'est la loi fondamentale. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette affaire? Dans ces affaires, qu'est-ce qu'on fait? On piétine les droits de la défense. Et on ose crier, urbi et orbi, que le Sénégal est un état de droit. J'ai dit non. Le Sénégal a beaucoup reculé sur ce plan. Parce que le respect des droits de la défense, c'est de permettre à la personne de se défendre. C'est d'entendre la personne dans le plus bref délai. Que de garder une personne. Vous dites que la personne est poursuivie au même titre que son complice, entre guillemets, de 125 milliards. 125 milliards, ce n'est pas 125 000 francs. Ce n'est pas 125 millions. C'est 125 milliards. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous garde pendant 9 mois. On ne vous entend même pas sur les 125 milliards. Alors qu'on vous dit que vous avez volé 125 milliards au trésor public. Mais comme il faut être sérieux dans la vie. Il faut être sérieux. Donc, c'est pourquoi nous estimons que, en ce qui les concerne quand même, il y a beaucoup de choses à voir, à revoir. Et que l'ouvrage que notre doyen va mettre sur le marché, cet ouvrage-là nous permettra de voir plus clair. Et certainement, ce qu'il va nous proposer dans cet ouvrage, connaissant vraiment l'intelligence de notre doyen Doudoué, malgré son âge, il continue à cogiter. Donc, cela nous servira à mener le combat que nous continuons de mener et que nous continuerons de mener. Parce que simplement, il faut que le droit soit respecté. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des hommes du droit. On n'est pas des politiciens. Moi, je ne fais pas de la politique, moi. Je n'ai jamais adhéré dans un parti politique. Encore une fois. Jamais. Moi, je suis là comme avocat parce que je respecte. J'ai prêté serment de défendre. Et je vais défendre jusqu'au bout toute personne qui m'aura consulté. Donc, c'est pourquoi j'estime que dans toutes ces affaires, il y a lieu vraiment de revoir les textes. Et les propositions, les suggestions qui seront faites par notre excellent confrère Medounoy le seront pour le bénéfice du pays, d'une manière générale, mais aussi pour le bénéfice des praticiens. Je vous remercie. Merci. Alors, je vous remercie. J'avoue que je n'avais pas prévu de prendre la parole.